propos sera une tentative de proposer un modèle de féminité pour la nouvelle génération. Donc ce sera quelque chose de peut-être plus pratique, orienté assez sur l'action concrète. Et sur l'action concrète. Et donc peut-être un peu moins porté sur l'analyse du féminisme en lui-même, même si je reviens un petit peu. Et vous verrez, il y a certaines choses que je reprends, qui auront déjà été évoquées dans les propos précédents. Donc il y a un constat qu'on peut faire, tout d'abord, c'est que c'est ce qu'on appelle la génération Z, la nouvelle génération qui commence avec moi, je suis en 2000, et qui se poursuit avec les plus jeunes, possède une grande caractéristique, c'est qu'elle est en perte de repères. Elle a une absence totale d'identité, et ce, dans tous les domaines. C'est presque une ignorance, on va dire, c'est presque une génération ignarde, et qui, à cause de cela, est influençable et perméable à tout ce qu'on peut lui proposer. Je ne sais pas si vous connaissez TikTok pour la plupart, mais cette application sur le réseau social exerce une grande influence sur cette génération. De même que des mouvements idéologiques forts, comme le wokisme chez les lycéens et à la fac. Et seuls quelques chanceux ont une éducation forte, donc souvent par exemple, les milieux catholiques ou nationalistes identitaires. Les autres grandissent dans des familles éclatées et apprennent du vide à l'école. Donc ils sont perdus à la fois intellectuellement et émotionnellement. Ils n'ont aucune structure. C'est à la fois un problème, c'est une génération qui peut être manipulable, comme je disais, mais c'est aussi une chance, parce qu'elle est débarrassée de tout, ou en grande partie, de beaucoup d'a priori et de barrières mentales, et elle est beaucoup plus insensible au politiquement correct. Et ce constat, donc, je disais, on peut le faire dans tous les domaines, et on peut le faire notamment dans le sujet de ce jour, qui est le féminisme et la féminité, et donc aussi dans tout ce qui concerne l'identité de genre ou du sexe, voilà, cette appropriation du sexe et du genre. On peut constater justement cette perte de repères avec des tendances opposées. Une première tendance déconstructiviste, avec pour des hommes, on va dire des hommes efféminés, le performative male, je ne sais pas si vous connaissez, donc ce sont des hommes maniérés qui essayent de ressembler un peu à des femmes en quelque sorte. Et aussi à l'inverse des femmes viriles, alors là c'est vraiment plus dans les milieux militants de gauche. Mais donc voilà, on voit cette perte de repères. Et à l'inverse, il y a une sexualisation à outrance. Et donc ça, on la voit beaucoup sur TikTok, voire même après sur OnlyFans pour les femmes, avec des filles qui ont un souci anormal de leur physique dès l'âge de 11 ans, mais même, on peut dire, dès 8 ans, parce que je l'ai vu un petit peu dans ma courte période de professeur. Et chez les hommes, il y a une tendance au masculinisme avec le rejet, on va dire, de la femme. Elle n'est pas utile, on peut vivre sans. Donc cette jeune génération est très sensible à ces tendances, à ces trends, comme on dit, et se les approprie complètement. Mais à l'inverse, justement, comme je disais, les femmes aussi sont beaucoup moins sensibles, en tout cas les jeunes filles sont moins sensibles à ce combat féministe de leurs aînés. Elles ont moins de désir d'être des carriéristes aussi. Ce n'est pas forcément par volonté idéologique, c'est juste qu'elles sont dans une indifférence totale, ça ne les intéresse pas. Elles sont plus dans une recherche du matérialisme et d'un certain consumérisme. Chez les hommes, il y a un retour, chez certains en tout cas, à une virilité et une recherche d'identité de l'homme viril, avec notamment les sports de combat, beaucoup la musculation. Donc voilà, donc il y a une certaine indifférence à l'égalité homme-femme qui apparaît dans cette génération. Ce qui était un peu le mot d'ordre, on va dire, dans la génération de mes parents, il fallait absolument se montrer pour l'égalité homme-femme dans tous les domaines de la vie. Il y a donc, je pense, un véritable enjeu avec cette chance qu'on a une génération qui a soif d'apprendre, qui est prête à entendre un autre discours. Donc il y a un véritable enjeu de proposer aux filles et aux futures femmes de ma génération un modèle fort de féminité, débarrassé de l'idéologie féministe, mais qui soit en même temps attrayant, et un modèle dans lequel la femme a un véritable rôle pour le monde. Donc je vais découper mon propos en 3 parties. D'abord, analyser les quelques modèles qui existent dans, on va dire, ce qu'on appelle la droite nationale, et qui ont une certaine influence, et en montrer les avantages et les limites. Ensuite, je vais proposer le modèle que je pense être le meilleur. Donc là, vous allez retrouver quand même pas mal d'éléments qui ont déjà été dits. Et à la fin, en 3e partie,
essayer de voir comment est-ce qu'on peut diffuser ce modèle, parce que c'est bien d'avoir un modèle, mais il faut pouvoir le diffuser. Donc tout d'abord, je vais parler des différents modèles qui existent, qui sont des propositions souvent de réseaux sociaux et militantes. Donc en partant quand même d'un postulat de base, pour qu'on soit bien sûr, c'est que on est femme et on le devient. Donc il y a les deux. Avec la nature, on est femme, et la culture, en quelque sorte, on le devient. Je vais prendre le premier mouvement donc, qui est assez connu, c'est Némésis, qui est donc un féminisme dit matériel. Il ne se veut pas idéologique à la base, c'est centré sur le combat pour des meilleures conditions de vie pour les femmes. C'est-à-dire qu'on peut séparer le féminisme en deux parties, un féminisme idéologique, un féminisme matériel, plus sur les conditions de vie des femmes. Némésis propose un féminisme matériel qui est contre l'immigration, qui crée un contexte d'insécurité et de violence envers les femmes, par l'importation d'une population qui méprise la femme. Dans l'idée, l'initiative est très intéressante, avec une bonne stratégie, qui permet d'attirer de nombreuses filles peu politisées. Donc c'est un modèle assez fort. Il y a beaucoup de filles qui s'engagent en politique par Némésis. Vraiment, même moi, donc je suis alluministe, on a eu beaucoup de filles qui sont arrivées par Némésis, qui d'abord sont passées par Némésis, et ont découvert ensuite le milieu militant. Donc c'est un modèle qui est très fort. Mais il y a certaines limites. Le féminisme matériel a, depuis ses débuts, été accompagné d'un féminisme idéologique. On peut le voir dès au moment du marxisme, où la lutte des classes chez les femmes s'est accompagnée les femmes ont initié une lutte des sexes à ce moment-là. Donc on peut remonter à des origines encore plus anciennes avec la Révolution française. Mais en tout cas, le féminisme, quand il est né au moment de la révolution industrielle, a toujours tout de suite adopté cette dialectique, on va dire, marxiste, de lutte entre les hommes, donc entre les classes et entre les sexes. Donc il est très dur, voire impossible, de se prétendre féministe aux yeux des autres sans en adopter les grands traits, les grandes idées. L'indépendance de la femme, pas besoin de l'homme, l'émancipation, on peut porter les vêtements qu'on veut. Donc voilà. De plus, Némésis n'a pas vocation à former les femmes en son sein. Il n'y a pas de volonté en soi idéologique de proposer une vision spirituelle de la femme. Et en fait, par défaut, ces filles-là adoptent la mentalité féministe qui est la plus présente dans la société. Même si, je veux dire que la plupart des militantes qui y entrent sont peu féministes dans le fond. En fait, elles veulent une famille, elles veulent des enfants, mais elles ont tout de même une vision déformée des relations de l'homme et de la femme à cause de cette mentalité féministe qui est présente dans toute la société. Donc voilà les limites pour ce mouvement. Ensuite, je passe à Margaret Stern et Dora Muto, qui ont proposé la vision du féminisme. Donc je pars un peu sur ce qu'elle proposait à l'origine avec le féminisme. Dora Muto a un peu changé depuis, on a l'impression que de plus en plus, elle se rapproche de nos idées, même si faut garder en tête qu'elle vient quand même d'un mouvement d'extrême gauche. La grande qualité de ce mouvement, c'est de rappeler la nature de la femme. On est femme. C'est un élément indispensable. Ces deux femmes rappellent un élément indissociable de notre nature féminine. C'est la capacité à être mère, à donner la vie. Donc c'est vraiment le strict minimum, mais déjà, elles font un grand rappel de cela. La limite, c'est qu'elles en restent là. Elles ignorent la seconde partie du postulat de base dont je parlais, on devient femme. Donc elles ignorent la partie liée à la culture, et voire même ce qui peut mener même à le réfuter. Margaret Stern réfutait la partie liée à la culture, à l'apprentissage de la féminité. Seul l'inné dans la nature brute comptait. Et donc si on va plus loin, les comportements féminins seraient dictés par une culture patriarcale. Le fait d'être douce, gentille, par exemple, serait dicté par cette culture. Donc il n'y a pas vraiment de modèle, et ça peut verser même dans un modèle, il n'y a pas de modèle, on va dire, spirituel de la femme, et ça peut verser dans un modèle nocif. Ensuite, je vais prendre Thaïs Descuffon comme exemple de tentative de modèle féminin. Moi, j'avoue que je dois personnellement dire que j'ai beaucoup apprécié, surtout à ses débuts, parce que c'était une des premières, voire seule influenceuse nationaliste qui se disait explicitement antiféministe et qui essayait de proposer un autre modèle pour les femmes. Donc, ce qui est, on va dire, tout à son honneur. Et elle assumait aussi cet féminisme du début à la fin, donc dès la première génération, avec Simone de Beauvoir. Parce que parfois, certaines femmes on va dire de droite disent « Ah oui, je suis féministe, mais de la première génération, pas de la deuxième ou de la troisième ». Thaïs Descuffon a montré que les racines du féminisme, que le féminisme était cohérent idéologiquement et donc était mauvais dès le début.
Ce qu'elle propose, c'est une conception de la femme et aussi de l'homme à partir de la psychologie évolutionniste. L'homme et la femme sont déterminés biologiquement et psychologiquement. Ceci par une stratégie de survie personnelle et de l'espèce, donc voilà, la sélection naturelle, et aussi tous les choix tous les choix donc, de l'homme et de la femme, chacun sont orientés par cette survie de l'espèce. Par exemple, la femme va chercher un homme pour la protéger, plus sélectionner le partenaire le plus fort. L'avantage de ce modèle, on va dire, c'est que la féminité n'est plus qu'une donnée biologique, mais il y a aussi un comportement. Donc le comportement il y a un comportement masculin, un comportement féminin qui se complètent harmonieusement pour le bien de l'un et de l'autre. La limite de ce modèle, c'est que l'homme et la femme sont en quelque sorte déterminés par la nature et non conditionnés. Donc ils sont presque prisonniers de leur psychologie. On ne pourrait pas la modifier. Or, la nature conditionne, elle ne détermine pas. On peut corriger la nature pour l'élever, la rendre meilleure et rendre l'homme et la femme encore meilleurs. C'est aussi ignorer la liberté de l'homme qui peut choisir le bien ou le mal, ce qui peut le rendre meilleur ou moins bon. Et ça ignore aussi donc, la part de la culture, les choix posés volontairement par l'homme, donc l'homme avec un grand H en quelque sorte, donc ces choix qui ont conduit à la civilisation raffinée et protectrice de la femme, qui est la civilisation européenne. Ce sont des choix inculqués et transmis de génération en génération, comme la galanterie, la protection du plus faible, et donc c'est pour les hommes et pour les femmes, l'élégance, une certaine modestie. Ce n'est donc pas seulement une stratégie de survie, ce sont des choix conscients d'un mieux. Enfin, le dernier modèle qui est devenu très puissant sur les réseaux sociaux, c'est le modèle de la tradwife. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous les termes que j'emploie, je ne sais pas s'ils sont connus de tout le monde. Mais donc voilà, la tradwife, c'est la femme, on va dire, au foyer, un peu idéalisée. C'est un modèle qui est très fort esthétiquement et qui a beaucoup conquis la jeune génération de filles par TikTok. Et c'est plutôt bien parce que voilà, ça propose un modèle alternatif au féminisme qui est très fort. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ce sont des jeunes femmes qui montrent leur vie avec leur famille, souvent à la campagne, avec des jolies robes, elles font les tâches ménagères, des bonnes recettes de cuisine, et la vie apparaît comme un rêve. Donc c'est bien de montrer les avantages. Le problème, c'est que il y a donc deux limites. Premièrement, un risque de désillusion face à la réalité. Être mère, ce n'est pas non plus un rêve tous les jours. Je ne le sais pas encore, mais je pense qu'il y a beaucoup de difficultés. Et le quotidien peut comporter de nombreuses difficultés. Donc voilà, il ne faut pas qu'il y ait une désillusion et qu'elle se dise finalement on m'a vendu du rêve. Et c'est faux ce qu'on m'a vendu. Et la deuxième limite, c'est que c'est un modèle qui est purement esthétique et matériel. Il vient en fait des années 50, au moment où les femmes ont la possibilité d'être vraiment mères au foyer et de s'occuper seulement des tâches domestiques. Et aussi à une époque où le matérialisme est quand même devenu très puissant dans l'Occident. Donc il n'y a aucune place pour un rôle spirituel de la femme, même dans l'éducation des enfants. Il n'y aurait pas vraiment de rôle de transmission spirituelle intellectuelle, et plus largement aussi pas de rôle dans la société. Or, les femmes sont appelées à un rayonnement moral et spirituel beaucoup plus large. C'est pour cela qu'il faut proposer un modèle qui puisse pallier ses limites et proposer un modèle à la fois, on va dire, matériel et spirituel pour la femme. Donc je vais passer sur la partie donc quel modèle proposer. Donc ce que je disais, il y a deux choses, c'est on est femme et on le devient. Donc d'abord la partie sur la nature, on est femme. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que c'est beaucoup abordé, bon, notamment ici, mais aussi il y a un véritable retour en force de la valorisation de la maternité, et ce qui est aidé aussi par les études scientifiques. Il y a beaucoup d'études scientifiques sur la biologie, la psychologie de la femme, qui sont en fait assez à notre avantage, qui montrent finalement que nous avons plutôt raison et que le féminisme est contraire à la biologie de la femme et à sa psychologie. Donc le principal élément qui constitue cette nature féminine, c'est la maternité. Le problème, c'est que pour pouvoir attirer une jeune génération, en fait, ça ne concerne qu'une courte période de la vie. Et la femme ne peut pas être réduite à cela. C'est pas que ce serait réducteur, mais c'est qu'elle n'est pas seulement cela. Et pour une jeune fille qui est éloignée de la maternité de 16 ans, ce n'est pas la chose à laquelle elle pense en premier.
Puis il y a aussi toute une partie après la maternité de la vie de la femme où elle peut exercer un grand rôle et un grand rayonnement. Donc la femme est appelée à donner la vie physiquement, mais aussi de mille autres manières. C'est pour ça qu'il faut essayer de donner un modèle spirituel au sens de l'esprit et moral de la femme plus large. Donc je reviens au postulat de base que je disais, qui était donc on est femme et on le devient, et donc que la nature conditionne, ne détermine pas la femme. Il faut partir de notre nature biologique pour l'élever au plus haut. On parlait de, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais de l'éternel féminin. Il y a aussi, à contrario, un éternel masculin. Et en fait, plutôt que d'aller dans une lutte des sexes, il faut essayer, chacun dans son propre sexe, de s'élever et d'être le meilleur, on va dire. Qu'il n'y ait pas de concurrence entre les deux, mais que chacun essaye d'être le meilleur et de suivre un modèle pour les femmes, essayer d'être la meilleure femme possible, pour les hommes d'être le meilleur homme possible. Pour cela, il y a plusieurs caractéristiques à retrouver. Donc pour la féminité tout d'abord, avec la mise en valeur de la beauté. Le beau, c'est l'apanage de la femme. Elles y sont beaucoup plus sensibles que les hommes, et c'est beaucoup recherché chez elles et par les artistes. Donc voilà, il faut cultiver cette beauté pour les autres, non pour soi par égoïsme, en cultivant l'élégance, la grâce, les talents artistiques, qui sont quand même un certain aussi apanage féminin, le chant, la musique, la danse. Ça peut paraître un peu cliché, c'est un peu la femme au 16e, au 17e, au 18e, mais c'est ce qui fait partie de sa féminité. Et il faut un peu essayer de retrouver ce rôle de muse dans le bon sens du terme, c'est-à-dire faire que l'homme admire la femme et s'élève grâce à elle. Deuxièmement, comme caractéristique, il faut retrouver ce que j'appelle la caractéristique d'être un refuge. Donc ça va être un peu bizarre comme ça, mais je pense que les femmes, nous sommes des refuges pour notre entourage. C'est son humanité, sa capacité à la compassion, son attention pour les autres qui font d'elle justement ce refuge. Les femmes ont d'ailleurs toujours eu un grand rôle dans la charité, dans les œuvres de charité, notamment avec l'Église. Et voilà. Et son émotivité, l'émotivité de la femme qui parfois nous-mêmes peut être pour nous une faiblesse, une limite, n'est pas une faiblesse, mais est à valoriser. C'est ce qui aussi va la pousser à s'investir dans ces œuvres-là et avoir un bon rôle. Mais donc, ce que je disais, donc, il y a les œuvres de charité, mais plus largement, il faut qu'on soit des refuges auprès de notre entourage. Il y a un peu un charisme de la maternité, mais qui n'est pas seulement centré sur la maternité physique, c'est aussi une maternité spirituelle. C'était vous qui en parliez dans votre exposé. Voilà, il faut écouter, consoler. Cette capacité au don, le fait de donner la vie, qui nous donne aussi une capacité au don autrement. Et donc voilà, cette capacité au don s'exprime de cette manière, en étant des refuges. Or, pour cela, nous femmes, nous devons être solides, puisque nous devons être des points de repère. On parlait de la cariatide qui est une colonne. Je trouve que cette image de la colonne, du point d'ancrage, est très juste. Et donc on doit développer aussi une certaine virilité féminine. Alors c'est pas virilité au sens de la virilité masculine, mais vir, ça veut dire courage aussi. Et il ne faut pas que nous soyons des femmelettes. Pour moi, les femmelettes, c'est un peu les hommes efféminés ou maniérés qui caricaturent les femmes, en fait, qui caricaturent ses défauts. Donc justement, il faut surtout qu'on n'essaye pas de ressembler à ça. Mais nous devons, pour avoir cette sorte de solidité, il faut que nous développons une sérénité, être d'un calme inaltérable, pour soi-même pouvoir ensuite réconforter les autres. Pour cela, il faut savoir maîtriser ses émotions et donc pas les écraser, parce que c'est quand même aussi une force. Mais il faut que nous soyons capables de maîtriser nos émotions pour les diriger vers les bonnes choses, pour ne pas se perdre. Il y a une tendance aussi, il y a deux tendances inverses. Je dirais c'est celle de la femme carriériste qui est très dure, qui finalement refoule toutes ses émotions et finit par être un homme, sans être vraiment un homme. Et aussi la valorisation de l'ultra-émotivité de la femme, qui ne doit pas refouler ses émotions et finalement les exprimer à tort et à travers. Et il faut aussi apprendre, pour nous les femmes, à les maîtriser pour bien les diriger. Enfin, la femme est un être de relation, et donc c'est aussi, je reprends d'autres propos, mais elle est le soutien de l'homme. Elle doit l'élever moralement et spirituellement. Et c'est pas seulement qu'elle le doit, mais c'est que naturellement, si la femme est à sa juste place, elle l'élève moralement et spirituellement.
Une citation du vénérable Fulton Sheen, alors je ne le connais pas, mais je l'ai trouvé sur un canal Telegram, voilà. Cette citation, c'est « Le niveau d'une civilisation est en grande partie lié à celui de ses femmes. Lorsqu'un homme aime une femme, il se doit être digne d'elle. Plus sa vertu est grande, plus son caractère est noble. Plus elle est dévouée à la vérité, à la justice et à la bonté, plus l'homme doit aspirer à être digne d'elle. L'histoire des civilisations pourrait en réalité s'écrire en fonction du niveau de ses femmes. » Il y a une autre phrase, alors que j'avais lu dans le livre d'Anne Brassier, Cessez de nous libérer, il y a 10 ans. Alors je ne sais plus exactement la citation, mais moi elle m'avait marqué, c'est, à quelques mots près, « La main qui met en mouvement le berceau met en mouvement le monde ». Donc je trouve que c'est deux phrases qui montrent vraiment le pouvoir que nous pouvons avoir sur les hommes, mais un pouvoir pas tourné, on va dire, vers nous, mais tourné vers les autres. Donc nous sommes appelés à un grand rôle et à être partout, mais pas en solitaire, parce que nous sommes des êtres de relation. Beaucoup d'hommes sont des solitaires, des aventuriers, des ermites, des militaires. Nous sommes toujours en lien avec les autres, et plus particulièrement avec les hommes de notre entourage, et puis en premier lieu, le mari. Donc voici le modèle de féminité qu'il faudrait répandre auprès de la jeune génération. Je passe à la troisième partie, comment répandre ce modèle, parce que voilà, c'est bien beau d'avoir un modèle, mais il faut essayer de le diffuser. Donc là, c'est quelques propositions, ce n'est pas, on va dire, très catégorique, mais quelques idées, quelques pistes. Tout d'abord, pour répandre ce modèle, il faut d'abord soi-même être un exemple, un modèle auprès des autres. Donc il faut que les femmes, on va dire, conscientes de tous ces enjeux, soient des modèles auprès de leur entourage. Tout d'abord, en cultivant les qualités féminines citées, en étant accomplies. Donc il faut tenter chacune de corriger certains défauts et corriger et essayer d'acquérir les qualités qui nous font défaut, justement. Donc premièrement, cultiver la féminité quand ce n'est pas notre fort, l'élégance, la grâce, le langage, le beau langage, les autres talents aussi dont je parlais qui aident à la féminité. Deuxièmement, développer le sens du don et de la générosité, qui a été beaucoup perdu chez les femmes, aussi à cause du fait qu'elles sont obligées de vivre dans un monde, enfin comme des hommes dans un monde d'hommes, et qui développent cette espèce de dureté, je pense, chez certaines femmes. Donc nous devons essayer d'avoir grand cœur, de sortir du repli sur soi, dans lequel la société veut nous enfermer, lutter contre la dureté, et écouter, être attentif aux demandes de notre entourage. Voilà, c'est une belle énergie, c'est un mot qui est un peu employé à gauche, mais je trouve parfois il peut être utilisé, c'est une belle énergie féminine, le sens du don et de la générosité. Et enfin, il faut développer la maîtrise de ses émotions, comme je disais, pour avoir ce rôle de refuge. Et en fait, ça passe aussi, par exemple, par une certaine assurance physique. Donc voilà, il faut que les femmes prennent soin de leur santé, fassent aussi du sport, parce que ça aide en fait aussi à une certaine stabilité émotionnelle et physique, à une certaine résilience pour la famille, mais aussi ailleurs. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger pour les femmes. Toujours dans cette partie sur le fait d'être un modèle pour notre entourage, il faut que les femmes s'engagent à fond dans tous les projets, surtout ceux où les hommes sont plus présents et qui nécessitent pourtant la présence féminine. Donc surtout le domaine dont je vais parler, c'est le militantisme politique, et puis nous sommes ici beaucoup de militants. Et ce domaine nécessite la présence de femmes pour ses qualités particulières. De plus, on dit que la politique est le plus haut degré de la charité. Donc si la charité, on va dire, est un domaine de la femme, il faut que la femme soit présente dans le domaine politique, mais avec ses qualités particulières, comme on disait, la sérénité, la sensibilité, l'humanité au sens esthétique. Il faut que nous soyons là pour jouer les hommes, mais pour donner de nous-mêmes. Nous pouvons participer à toutes les activités, surtout que quand les femmes sont présentes et sont exemplaires, cela élève les hommes, et ils ont une meilleure attitude. Pour la petite expérience, quand je suis arrivée à Luminis, je peux le dire, mais il y a eu quelques blagues vaseuses au début. J'ai eu un regard un peu gêné, et le chef directement a dit « Oula, vous, c'est fini, plus aucune blague vaseuse ». Et il n'y en a plus jamais eu. Et on peut dire qu'à Luminis, je dois dire, les hommes sont vraiment mais très galants et très attentifs à nous. Vraiment, il n'y a jamais eu un seul problème de relation entre les hommes et les femmes, alors que pourtant, on est comme une bonne poignée de femmes. Et il y a toujours des excellentes relations d'amitié, donc amitié homme-femme. Donc, c'est pas la même amitié que l'amitié homme-homme, femme-femme. Mais voilà, une bonne camaraderie. Une saine camaraderie. Toujours dans cet engagement en politique,
la femme doit exercer une autorité particulière. Donc ce n'est pas la même autorité que l'homme. Et donc la femme ne doit pas renoncer à prendre des responsabilités en se disant que ce serait quelque chose de masculin, mais elle doit prendre les responsabilités à sa manière. L'autorité de l'homme est plus liée à l'ordre, au commandement, alors que celle de la femme est liée à l'influence, à l'encouragement, au rayonnement. Je vais aussi revenir sur mon expérience. Ici, j'ai été militante à la cocarde étudiante, je ne sais pas si certains connaissent, donc un mouvement étudiant. Et un peu par hasard, je me suis retrouvée à diriger la section d'Île-de-France parce qu'il n'y avait personne en réalité qui s'en occupait et qu'aucune décision n'était prise. Donc il fallait bien que quelqu'un prenne une décision, donc je me suis retrouvée un peu par hasard à le diriger. C'était un peu compliqué parce que c'est un mouvement qui était aussi très masculin et je ne savais pas trop quelle place prendre. Et en fait, je me suis dit, j'avais été cheftaine guide, je me suis dit que j'allais agir un peu à la manière d'une cheftaine guide, un peu comme une grande sœur, et pas essayer de jouer le petit chef, parce que je savais très bien que les hommes, mais naturellement, je comprenais bien, ne m'obéiraient pas de cette manière. Donc j'ai essayé d'exercer un peu cette autorité à la manière d'une cheftaine, d'une grande sœur. L'avantage, c'est que j'étais un peu plus âgée que la plupart des militants, donc ça aidait aussi en cela. Et lorsqu'il y avait des actions plus, on va dire, coup de poing, par exemple les tractages dans des facs comme Nanterre, je laissais totalement le fait de donner les ordres, c'était ceux qui s'occupaient du service d'ordre, et c'était eux qui s'en occupaient. Et à ce moment-là, je disais, moi, j'ai juste organisé, on va dire, en amont l'action, mais je vous laisse tout le soin de donner les ordres. Parce qu'à ce moment-là, dans une situation difficile, il fallait que les garçons qui étaient là puissent se référer à une autorité masculine. Il y avait besoin. Et ça s'est comme ça très bien passé, je dois dire. Donc je me suis dit que on pouvait quand même avoir une certaine responsabilité et à la manière d'une femme. Et donc justement, quand les femmes prennent des responsabilités, il ne faut pas qu'elles jouent les petits chefs. Si on joue les petits chefs, en fait, personne ne nous écoutera, ni les femmes ni les hommes. Et on s'attirera plus l'hostilité de la part des autres que du respect. Alors que si nous exerçons cette autorité justement féminine de l'influence, de l'encouragement, on sera beaucoup plus respecté. Et donc c'est aussi pour ça qu'il est important que nous prenions part aux décisions, je pense, qu'il y ait aussi des femmes, pas en majorité en tout cas dans la politique, parce que ça reste quand même un domaine très masculin, mais c'est bien que nous soyons là quand même au moment des prises de décision, parce que ça permet d'apporter aussi notre point de vue qui est plus une vision sur la long terme. C'est la génération qui est inscrite dans notre nature profonde qui donne cette vision un peu sur le long terme, une vision parfois un peu plus juste et humaine, et une vision aussi esthétique qui est très importante. Parfois les hommes oublient un peu l'aspect esthétique. Donc voilà, cette première partie sur la diffusion du modèle féminin se fait en fait auprès de notre entourage, notamment féminin, auprès des amis, des sœurs, des filles, quand on en a. Et je pense que c'est la première chose, en fait, on a plus d'influence par l'exemple que par les discours. Ensuite, il faudrait essayer de pouvoir proposer un modèle à un public plus large. Donc justement celui de cette génération perdue qui n'a rien reçu et qui pourtant a soif d'apprendre, cette génération de jeunes filles. Cela, je pense, peut passer par trois choses. Toute situation et se montre à visage découvert. Ensuite, il y a le modèle de l'influenceuse, donc qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux. Et qui peut être une idée, une proposition justement, puisque la nouvelle génération est à fond sur les réseaux sociaux. Donc elle cherche en fait un peu des influenceuses, des modèles à imiter. Et si ce n'est pas nous, ce sera d'autres. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant et pas mal qu'il y ait des femmes qui soient en quelque sorte des influenceuses. Alors par d'autres associations. Mais pareil, ça peut être un peu compliqué parce que le risque est que ces femmes deviennent des influenceuses pour jouer les influenceuses et finalement pour ramener tout à elles et aussi y mêler trop de matérialisme. Donc voilà, il y a un risque de dénaturation du combat. Justement, par exemple, la tradwife, finalement, c'est très, très matérialiste. Il y a aussi, dans le milieu catholique, pas mal de femmes qui montent leur compte Instagram pour témoigner de leur mode de vie, on va dire, catho, mais souvent ça verse, je trouve, dans un certain matérialisme et un entre-soi qui en fait n'attire pas tellement. Donc ce rôle ce domaine des réseaux sociaux est intéressant, mais on va dire ambivalent. Il faut pouvoir montrer un rayonnement spirituel à travers des vidéos sur les réseaux sociaux.
Donc il ne faut pas se contenter de petits rôles, mais prendre notre place dans le monde. Et voilà, donc tout le monde n'est pas appelé à être aussi, on va dire, aussi exposé. Et c'est aussi une énergie que beaucoup de filles, donc que ce soit en étant le visage de l'association et en étant sur les réseaux sociaux, quelque chose auquel toutes les filles ne sont pas appelées et qui peut être aussi dangereux. Un exemple qui peut être pas mal, c'est j'ai une amie qui est militante, identitaire, et elle montre son quotidien sur les réseaux sociaux de manière assez limitée, donc ça reste quand même assez discret. Et je pense qu'elle a une très bonne influence parce qu'elle montre le visage d'une fille vraiment rayonnante, très droite. Et je pense qu'elle peut avoir un très très bon rôle en étant en quelque sorte influenceuse. Enfin, on peut créer des groupes féminins, donc, comme les cariatides, dans lesquels on peut se retrouver entre femmes, ce qui est parfois plus attrayant que des groupes masculins. C'est sûr que les groupes masculins peuvent être un peu effrayants pour beaucoup de filles. Et ça montre une belle vitrine aussi du modèle féminin que vous proposez. Et l'avantage, c'est que ça peut être un pont aussi, ensuite avec le militantisme, avec d'autres actions dans des associations, des initiatives culturelles, familiales. Un engagement plus loin. Mais je pense que ces groupes féminins ne doivent pas être la fin et le but de pas être le but et la fin, mais doivent conduire à un engagement plus loin, donc bien sûr celui de la maternité, mais aussi un engagement ailleurs au sein de toutes les associations politiques, métapolitiques. En conclusion, nous devons essayer à tout prix d'offrir à la jeune génération des filles qui arrivent un nouveau modèle attirant, fort tant au niveau du fond que de la forme. Il faut n'exclure aucun terrain, les mouvements politiques, les réseaux sociaux, et puis tout d'abord notre entourage. Il faut se transmettre entre femmes ce modèle. Autrefois, il y avait vraiment la transmission de la féminité entre femmes. Dans une communauté villageoise, on se transmettait, ou même au sein d'une famille, entre les tantes, les cousines, il y avait beaucoup de transmission de la féminité entre les femmes, qui s'est un peu perdue maintenant. Même les mères n'apprennent plus la féminité à leurs filles. Voilà, il faut qu'on retrouve un peu ce modèle de transmission entre les femmes. Et c'est aussi ce qui sera le plus puissant, parce qu'on ne suit pas, on va dire, les paroles, mais on suit des modèles. Et moi, j'avoue que, là, ce qui me motive aussi, une des choses qui me motive, c'est que j'ai une petite sœur qui a 16 ans et qui est vraiment plongée dans cette génération Z, on va dire, qui est hyper influençable. Et je vois bien qu'elle-même est assez influencée par les modes, par TikTok, que rapidement, ses amis aussi vont la complexer sur certains sujets, vont en fait, la faire qu'elle se tourne totalement vers des petits détails de son physique et vers, on va dire, le fait de suivre des trends, des modes. Mais en même temps, je vois bien qu'elle essaye de résister, mais c'est pas facile. Et je me dis que si sa grande sœur est un modèle, peut-être que ça l'aidera à résister à cette vague, on va dire, du consumérisme, du matérialisme, et qu'elle y arrivera mieux. Donc je pense que il faut que nous cherchions aussi dans notre entourage, pour les femmes, quelles sont les personnes, quelles sont les filles, les futures femmes, à qui on veut donner ce modèle en exemple. Et je pense que aussi, ça peut être une motivation au quotidien, de se dire que par notre exemple, eh bien, nous pourrons peut-être changer des amis, des sœurs, des cousines, et même, pourquoi pas, plus largement. C'est tout pour moi.